Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment le narratif pro-ukrainien s'est au final d'une certaine manière retourné contre eux et en 2023 les a amenés à marquer contre leur camp. Alors, le plan de cette vidéo est très simple. Dans un premier temps, nous allons nous poser des questions sur le followership, sur ce qui amène des gens à vouloir vous suivre, aux piliers qu'il faut bien intellectualiser et bien nourrir, au risque sinon de désintéresser vos followers. Dans un deuxième temps, nous allons nous poser la question, si nous étions ukrainiens, quoi faire? Qu'est-ce qui aurait pu être fait depuis 2014? Quel est le virage qu'ils n'ont peut-être pas assez bien débriefé, qu'ils n'ont peut-être pas assez bien identifié, avant de nous intéresser à cette fameuse balle contre son camp du narratif pro-ukrainien. Ce qui t'amène à un certain niveau n'est pas ce qui va t'amener au niveau supérieur. Si on veut faire une métaphore aéronautique, un avion utilise des dispositifs hyper sustentateurs au niveau de son aile. Vous allez peut-être mettre les volets à 20 degrés lors de la phase de décollage. Ensuite, au fur et à mesure que vous accélérez, vous allez réduire ces dispositifs hyper sustentateurs pour changer le profil de votre aile, optimiser votre vitesse de croisière et ensuite lors de l'approche, il va falloir sortir peut-être du volet 40 degrés fonction des conditions. Nous sommes donc d'accord pour dire qu'il faut faire preuve d'énormément d'agilité et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est au niveau de la communication, au niveau du partage de votre vision qu'il ne faut pas se louper. Je m'explique. Les 4 piliers du followership sont la vision, la stabilité, la compassion ou l'empathie et derrière, la confiance. Et tout ça repose sur de la crédibilité. Et les gens ont du mal à vous suivre s'ils ne comprennent pas ou n'adhèrent pas à votre vision. Et ensuite, derrière, si vous ne leur apportez pas un minimum de stabilité. Regardez par exemple cette image des Thunderbirds, les F-16 de l'armée de l'air américaine. Le leader remet les ailes un petit peu à plat, le N-1 réagit beaucoup, le N-2 réagit énormément, se fait peur, s'éloigne beaucoup avant de revenir. Le moindre petit geste brusque de la part du lead va avoir un énorme impact amplifié au fur et à mesure qu'on descend dans la chaîne hiérarchique. Cette métaphore s'applique dans le monde de l'entreprise, mais également dans les démocraties et forcément dans le milieu militaire. Ça veut donc dire que la tête pensante, que le lead doit être le plus stable possible, doit partager une vision la plus macro possible, d'où l'importance du fameux état final recherché, dont on parle beaucoup sur cette chaîne. Et le problème, c'est le suivant. L'Ukraine a réussi à récupérer toute l'aide occidentale grâce à un narratif et une communication extrêmement bien huilée qui se focalisait sur de l'ultra court terme, sur des faits spécifiques, ce qui a permis de créer une indignation et de rallier un maximum de pays occidentaux et leur population, importante en démocratie, à leur cause. La problématique est la suivante. Quand vous passez votre temps à aller de micro en micro, de petits points de détail en petits points de détail, vous fatiguez les gens car en permanence, c'est un manque de stabilité, ça n'arrête pas de changer, vous saturez les gens, vous les usez et c'est ce que l'on voit en cette fin 2023, une certaine usure des populations, des démocraties qui aident et soutiennent l'Ukraine. La raison, le manque de vision macro, le manque de stabilité. Alors quoi faire? Peut-être que ce que l'Ukraine a loupé dans son débriefing, c'est la leçon depuis 2014 qui aurait dû l'amener à intellectualiser la question suivante. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour éviter une invasion de la part des Russes, pour protéger la population, la souveraineté et les intérêts de l'Ukraine? Et la réponse est en fait assez simple, ce qu'on développait d'ailleurs dans Au-delà de l'Ukraine il y a maintenant plus d'1 an. La réponse est que l'Ukraine avait besoin, a toujours besoin, d'une armée conventionnelle, d'une taille qui permette de dissuader la Russie de tenter de l'attaquer et pour aller avec d'une dissuasion industrielle. Donc d'une capacité de production autonome de matériel militaire en quantité suffisante
pour dissuader la Russie de venir s'y frotter. Alors vous allez me dire, plus facile à dire qu'à faire, mais on regardera début 2024 l'évolution des budgets de défense et vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'effort n'a jamais vraiment été fait depuis 2014 avec des budgets de défense de l'ordre de 3 milliards, puis après une augmentation vers 6 milliards, mais trop tard et pas assez, là où maintenant l'Ukraine en est à budgétiser plus de 42 milliards de dollars en 2024 pour sa défense. Mais je vais vous présenter les choses différemment. Que ce soit en 2014, 2015, 2017 ou même en 2022, quelle aurait été votre réaction en tant que citoyen français, belge, canadien, si les Ukrainiens expliquaient clairement à tout leur soutien notre objectif, notre état final recherché est de réussir à nous construire une dissuasion conventionnelle en nombre et compétences suffisantes pour dissuader à tout jamais la Russie de tenter d'annexer des régions de notre pays ou de nous détruire. À partir de là, ça permet d'aller sur une roadmap, comme on dit, sur un plan de réarmement, de montée en puissance qui ne s'arrête pas à une ligne d'arrivée, si je puis dire, dans 1 mois, dans 2 mois, après une contre-offensive, mais quelque chose de beaucoup plus macro qui permet de donner de la visibilité aux industries de défense, de pousser un investissement dans des nouvelles chaînes de production et également eh bien, de créer des partenariats, pourquoi pas, pour de la production directement dans le pays. Ça aurait pu commencer il y a déjà bientôt une décennie. Ce n'est pas trop tard, et je vous rappelle quand même que entre 2014 et 2020, c'est plus de 3500 civils et plus de 3500 militaires ukrainiens qui sont décédés et plus de 4000 militaires russes qui sont décédés dans le Donbass. Donc c'était déjà un vrai sujet bien avant février 2022. Alors vous allez me dire, c'est impossible de dissuader une armée comme celle de la Russie. Je vous rappelle qu'ils ont envahi avec 170 000 hommes. Donc si en face vous aviez un demi-million d'hommes bien équipés, bien préparés, honnêtement, je pense que l'histoire, avec un grand H, aurait pu s'écrire différemment. Et si vous me dites, pas forcément, eh bien la contre-offensive ukrainienne, la première, aurait probablement eu un tout autre impact. Alors pourquoi parler de balle contre son camp? Eh bien parce que très tôt, à partir du moment où la Russie a loupé son attaque de Kiev et a pris la décision de se retirer, on s'est mis à voir émerger chez les pro-ukrainiens un narratif qui poussait à se moquer de la seconde armée du monde. Et si vous allez voir n'importe quel militaire qui a fait la guerre, eh bien il va vous dire qu'on ne faut jamais, au grand jamais, sous-estimer ou se moquer d'un adversaire. Avec un couteau, avec des mains nues, avec même un obus de 50 ans, vous pouvez vous faire tuer. Et ce que l'on apprend au combat, c'est l'humilité. Et vous voulez, s'il le faut, toujours être surpréparé, être suréquipé face à un adversaire et vous dire « Ah, je m'étais trop préparé, mais bon, c'est pas perdu. » Plutôt que de fournir l'effort minimum en vous disant « En face, c'est d'étanche. » Et ensuite, vous rendre compte qu'en fait, l'histoire vous donne pas forcément raison et ce sont vos camarades ou les personnes que vous soutenez qui payent le prix fort. En français dans le texte, depuis mars 2022, ça a été la fête du biais cognitif dans le traitement de cette guerre, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux. Et ça a forcément impacté nos décideurs européens, nos décideurs occidentaux, dans la manière dont il fallait répondre à cette problématique. Je vous rappelle qu'il y a quand même un peu plus d'1 an, on nous expliquait que les fermiers ukrainiens récupéraient tous les chars russes et que le premier livreur d'armement à l'Ukraine était la Russie. Accessoirement, c'est vite oublié les leçons de la Seconde Guerre mondiale, où le premier fournisseur d'artillerie allemande a été la France. Sur cette chaîne, nous avons toujours essayé de vous pousser à prendre du recul, à éviter de se retrouver tunnelisé ou aveuglé par une rhétorique. Et c'est pour ça que dès mars 2022, par exemple sur le plateau de BFM TV, je posais la question. Parce que ça veut dire que peut-être que les Russes ont envie de se projeter dans la durée. Et là, l'information qui nous manque à l'heure actuelle, c'est savoir s'ils sont passés sur une économie de guerre d'un point de vue militaire. Est-ce que les Russes passent en industrie de guerre? Car c'était la seule question à se poser pour savoir s'ils se projetaient dans le temps long et si de notre côté, en tant que soutien de l'Ukraine, il fallait également essayer de se projeter dans le temps long. Les annonces ont été faites, elles n'ont pas été suivies des faits et c'est principalement, de mon point de vue, à cause de ce manque de capacité de vision macro. Si dès à présent, l'Ukraine expliquait notre objectif est d'être autonome d'un point de vue dissuasion conventionnelle et dissuasion industrielle face à la Russie, aidez-nous à monter en compétences industrielle militaire et en termes de format d'armée,
à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de comprendre comment on peut les aider et de ne pas perdre la foi par des opérations militaires qui ne donnent pas entière satisfaction d'un point de vue des soutiens. Imaginez si pendant la Seconde Guerre mondiale, suite à l'échec du contre-loin, à l'échec de Market Garden, tout le monde s'était arrêté et avait dit c'est fini, c'est perdu contre les Allemands. C'est la même chose. Donc la balle contre son camp, de la part des pro-ukrainiens, c'est tout simplement de nourrir l'opinion publique d'informations micro, de nous saturer d'informations presque en temps réel du champ de bataille, là où, au contraire, pour s'assurer du followership et du soutien de tous ces pays, il faut nourrir du temps long, amener les gens dans une logique de reconstruction et limiter les risques de déception en vendant des objectifs à court terme. En définitive, c'est une sorte de manque d'agilité et d'incapacité à réinventer son narratif qui amène à l'heure actuelle les pro-ukrainiens dans une mauvaise posture. Je vous renvoie vers les concepts qu'on a déjà expliqués sur cette chaîne de temps fini contre temps infini. L'Ukraine doit se battre pour pouvoir continuer à se battre, c'est son objectif, mais elle doit également comprendre qu'elle se bat sur le temps long et que même, imaginons si demain les Russes sont raccompagnés à la frontière, ce qui paraît quand même assez peu probable, la guerre ne sera pas finie pour autant. Donc quand vous entendez des interviews même de combattants ukrainiens ou de volontaires étrangers chez les Ukrainiens qui vous expliquent, et je cite, qu'ils se battent en espérant que la Russie s'effondre et un jour rentre chez eux, mais c'est pas parce que les Russes même cassent le front et rentrent chez eux que la guerre va être terminée pour autant. Ils peuvent revenir n'importe quand. D'où cette importance de construire une armée ukrainienne en capacité de dissuader 2 mois après la fin des hostilités, 2 ans, 5 ans, 10 ans après. À partir de là, il y a une logique de montée en compétences, il y a de la vision pour les industriels de défense occidentale, il y a donc une augmentation plus facile des cadences, et il y a également un narratif beaucoup plus sain pour la population des démocraties qui aident. Maintenant, j'aurais pu finir en vous disant les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je préfère Bill Murray. Ne basez pas vos décisions sur les conseils de personnes qui n'auront pas à gérer les résultats. La balle est entièrement dans le camp des Ukrainiens, mais que l'on soit clair, ce qui les a amenés à tenir sur cette première partie du conflit n'est peut-être pas ce qui pourra les amener à tenir sur la deuxième partie du conflit. Il y a peut-être du débriefing, de la remise en question à faire, et pourquoi pas du changement de narratif sur la vision afin de garantir un maximum de stabilité et ne pas entacher la crédibilité ou la confiance. Maintenant, ce qui est vrai de leur côté peut être débriefé également d'une autre, mais ça, c'est pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Excellente fête et fly safe.